le sujet très tabou encore dans notre société de l'inceste. Je sais pas toi, je sais pas si tu vis aussi dans la peau d'un hypersensible ou d'une hypersensible. En tout cas, moi, je vis ça tous les jours. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Pod Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Talia, romancière, qui va nous parler un petit peu de ses romans et en même temps, on va aborder les tendances affectives en 2025. Bonjour Talia, tu vas bien? Salut, oui. Ça va? Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Ouais, bien sûr. Bah, écoute, voilà, moi je suis une maman avant tout de deux grands-enfants qui vont passer la trentaine, enfin bientôt pour le garçon et la fille 33 bientôt. 33 demain d'ailleurs. Ah, on lui souhaite un bon Voilà. anniversaire demain. Voilà, et puis je suis mamie d'un petit bout de chou de 6 ans, voilà, qui comble mon bonheur. Ok. Voilà, sinon j'ai toujours été femme d'entreprise. Ouais. Chef d'entreprise, voilà, j'ai eu plusieurs entreprises dans ma vie. Ok. Et puis en 2018, je me suis réveillée un matin et j'ai dit il faut que j'écrive. Je me suis lancée vraiment, alors j'ai toujours écrit. Ouais. Depuis que je suis petite, c'est un mode de communication chez moi. Voilà, j'ai toujours préféré écrire que de parler. Ok. C'était plus facile pour moi d'exprimer les choses. Et en 2018, voilà, je me suis dit, il faut que j'écrive. Et du coup, j'ai fait 4 romans. J'ai écrit On 4 peut romans voir qui sont ici, publiés, ouais. voilà, qui sont là, dont le dernier que je viens Ouais. de publier, là, qui est, voilà, un peu, qui je suis, un peu. Juste une petite question, du coup, Talia, c'est ton nom, c'est un pseudo, c'est ton vrai prénom? Alors non, mon vrai prénom, tu le connais, c'est Ouais. Nathalie. Talia, j'ai Talia Rémy, donc, qui est mon pseudo d'écrivaine. Ouais. C'est important pour moi parce que l'écriture, le seul projet dans ma vie que j'ai fait seule. Ok. Ah, après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été aidée, hein, Oui, j'ai pas oui. eu mais c'est un projet que j'ai mené vraiment seule, alors que tous les autres projets dans ma vie, je les ai un peu T'étais menés avec accompagnée, des hommes, avec ok. des hommes qui étaient dans ma vie, ou mes parents, Ok. enfin, voilà. Et que là, c'était un projet qui m'appartenait, j'avais Ouais. vraiment besoin de le symboliser comme ça. T'avais des choses à sortir, Voilà. et puis voilà, ok. Voilà. Ça a donné 4 beaux ouvrages, en tout cas. Bon, écoute. Du coup, est-ce que tu pourrais aborder rapidement les thèmes de ces 4 livres, justement? Alors déjà, je voudrais quand même dire une chose principale importante pour les gens qui veulent me lire, c'est que moi j'écris beaucoup des autofictions. Ok. Alors ce sont des romans à la base, mais qui sont basés beaucoup sur ma propre vie, Histoire. sur Ok. mes expériences de vie. Maintenant, après c'est beaucoup en métaphore et Ouais. évidemment là, c'est très C'est romancé, mais ça implicite, part de... voilà. ok. Mais si les gens qui me connaissent, je pense qu'ils peuvent me retrouver beaucoup Ok. dans mes romans. Et ben l'autobiographie, évidemment, en plus. Tu t'es pas approprié, t'as pas pris la première personne pour écrire tes livres, mais par contre... Si, Ah ouais. il y a des... Si, mais je dis je, mais c'est pas parce que tu dis je que je... Oui, que t'es forcément le... Voilà, ok. dans les bouquins. Mais oui, il y a des bouquins qui sont écrits à la 3e personne et il y en a... Ok. Je sais plus combien à la 1re personne. Est-ce qu'il y a un lien entre les 4? Oui, Ouais. le lien, le thème principal, c'est la quête de soi. Ok. Et la quête de vérité, en fait, tu vois, c'est important pour moi d'arriver à... La vérité, pour moi, c'est arriver à connaître vraiment qui on est. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, cette quête de vérité, et c'est, je te dirais, la quête de mon identité. Ok. Parce que quand j'étais jeune, en fait, beaucoup peut-être ainsi, les enfants, On est plus manipulable, voilà. enfant. Et moi, on m'a carrément lavé le cerveau, je te dirais. Ok. Donc, du coup, retrouver qui je suis vraiment. Ouais, Et c'est c'est une ça. question que je me suis posée toute ma vie, ça. Qui suis-je? Ouais. Ah bah, tu vois, qui Ah bah, suis-je? tu vas nous raconter un petit peu, ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à aborder des sujets sur justement la quête de soi? Est-ce que tu t'es fié par rapport à ton vécu, du coup, j'imagine, Ouais. et que tu avais des choses à expulser, à Ouais. raconter, et Ouais. c'est pour ça que tu es parti dans ce sens-là? Oui, mais Ouais. en fait, il n'y a pas vraiment eu un pourquoi. Je te dirais, le premier bouquin, T'en passes aveugle, je l'ai dit, j'ai même écrit des choses là-dessus. Ouais. J'avais l'impression que de toute façon, c'était quelqu'un d'autre qui écrivait. Enfin, c'était comme si j'écrivais, mais ça venait d'autre part. Ce bouquin, je ne l'ai pratiquement pas réfléchi. Ok, Je tu as l'ai été pas- guidé par une oui. autre Il n'y a eu chose. aucune Ok. architecture.
Ça se passe au Cameroun, par exemple, tu vois l'histoire. Ça se passe au Cameroun. Moi, j'ai beaucoup été en Côte d'Ivoire. Mais franchement, le bouquin, j'ai écrit super vite. Alors, il y a sûrement des erreurs du débutant, du premier bouquin. Mais c'était spontané. Voilà. Et oui, bien sûr, donc c'est parce que j'avais besoin de coucher l'histoire de vie. Celui-là, c'était vraiment ton premier. C'est lequel d'ailleurs, le premier? Tendresse aveugle. Tendresse aveugle, ok. Dans ton dernier livre, justement, qui vient de sortir, Au pays d'elle, tu abordes un sujet assez difficile qui est l'inceste. Est-ce que tu me permets de lire la 4e de couverture? Et après, tu nous en parles. Il y a toujours plusieurs vies dans une vie. Celle qu'on a choisie et celle qu'on a subie. Talia Rémil, dans ce récit autobiographique, nous prouve à chaque page, avec toute l'humanité qui la caractérise si bien, que les souffrances enfantées par l'inceste ne marquent pas la fin de la vie d'une femme et d'une mère, juste la manière de le devenir. Voilà, exactement. Tu peux nous en dire plus Bah oui, j'ai voulu mettre sur ce livre tout ce qui a été mon parcours en tant qu'adolescente, enfant, mère, quand je suis devenue mère, et femme, et toutes les étapes d'une femme. Toutes les étapes, et que c'est très très compliqué de se reconstruire quand on a subi les violences. De toute façon, les violences de toutes sortes, les maltraitances, mais les violences sexuelles et plus particulièrement l'inceste, c'est un long parcours de reconstruction. Très long. J'imagine pas dans le sens, je vais passer du tout par là, mais ça doit être vraiment difficile de se reconstruire derrière tout ça. Oui, mais pas impossible. J'imagine. C'est long, parce que ça touche tous les domaines de la vie en fait. Quand tu as subi l'inceste quand jeune, tu es impacté sur tous les domaines de ta vie. C'est sûr. De toute façon, toutes ces violences-là, qui morales, psychiques aussi, ça laisse des traces à vie, ça c'est sûr. Du coup, quand on aborde des sujets comme ça, c'est effectivement, ça fait du bien, ça fait extérioriser du bien, je sais pas, mais au moins on extériorise son mal-être et on met des mots souvent à certaines souffrances. Est-ce que toi, tu vois un côté thérapeutique autant soit pour toi ou tes lecteurs Pour moi beaucoup évidemment, mais je pense tous les artistes que peu importe l'art choisi, la peinture, la sculpture, la musique, et l'écriture bien sûr, ce sont des arts-thérapies comme on dit. Et alors après, tu as des écrivains qui vont écrire franchement des policiers, des thrillers, des choses qui n'ont rien à voir. C'est ça. Mais moi, ça a été carrément une façon d'exorciser. J'imagine. Quand tu traites des sujets comme ça, quand même, c'est... Alors, mais même encore aujourd'hui, je pense que si je continue à écrire, je me baserai toujours un petit peu sur mon expérience parce que je pense que j'ai encore des choses à sortir et ça me permet à moi de me révéler, tu vois, aussi. De savoir vraiment ce qui est. Mais c'est important de mettre des mots. Voilà, donc je couche sur papier tout ce que j'ai encore, qui est peut-être encore inconscient, tu vois. Et donc du coup, ça va m'aider, je pense, à l'amener à la conscience. Alors, j'ai pas fait que ça, moi j'ai fait beaucoup de choses. Mais l'écriture... Mais l'écriture, de toute façon, ça aide à plein de choses. Même moi, je vois en tant qu'artiste, quand j'écris des textes, par exemple, ça structure ta pensée. Là où on pourrait s'éparpiller, on est obligé quand même d'avoir un fil conducteur. Et du coup, ça nous aide à structurer une pensée comme ça. Exactement. Alors après, si tu veux une visée thérapeutique pour les gens qui vont lire, je l'espère. Pas thérapeutique, mais en tout cas un soutien... une aide dans ce qu'ils peuvent vivre eux aussi, tu vois, parce qu'il y a des étapes, peut-être eux ils en sont à l'étape où j'avais 15 ans, où j'étais en pleine boulimie, tu vois. Et voilà, ça peut aider, on s'en sort. Bien sûr qu'il ne faut pas rester assis sur son canapé. C'est ça. On n'a rien sans rien, mais il y a des possibilités de reconstruction. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, tu me disais, dans tes livres, ça parle beaucoup de toi, mais par le biais de personnages. C'est ça. C'est jamais toi dans les romans. Non, sauf dans le pays d'elle. Non, c'est moi. Là, donc c'est purement toi. C'est très narcissique. Non, mais là, c'est très. Alors, au pays d'elle, c'est que toi. Après, au pays d'elle, c'est que moi. C'est moi qui. Oui, bien sûr. Mais après, ce sont des personnages. J'ai mis en scène des personnages. Dans Tendresse aveugle, c'est la petite Naïma. C'est un
petit peu moi, hein, voilà. Et puis dans Permission de naître, c'est la mère, tu vois, plus moi. Et puis j'ai mis en scène des personnages, des gens qui sont dans ma vie, moi. Et puis dans Le bulldozer de cristal. Oui, c'est une autre façon encore de me mettre en scène moi. Ouais, c'est vrai. Ça va apparaître très narcissique. Non, mais c'est. Non, mais c'est pas ça. T'abordes des thèmes qui te sont propres à toi, donc forcément, voilà. Mais à travers des personnages, du coup, tu t'enlèves un peu ce narcissisme. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est. Et puis de toute façon, c'est pas grave, hein, même si on a le droit de s'aimer un petit peu et d'apprendre à s'aimer et à découvrir qui on est. Hein. Ouais, ça fait partie de la thérapie aussi, de reconstruction, carrément. A priori, je sais plus qui a dit ça, on commence à savoir qu'on en est sorti quand on pleure plus, quand on raconte son histoire. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je pleure plus. C'est que t'en es sorti. Voilà. Pour toi, quels ont été un peu les défis dans ton écriture à parler de thèmes forts comme l'amour, les relations amoureuses et aussi des thèmes assez durs comme l'inceste dans ce que tu as voulu relater? Peut-être que sur un thème comme l'inceste par exemple, il y a des mots peut-être que tu as choisis pour pas être trop violente aussi sur un moment donné, et tu te dis mon défi c'est quand même de savoir raconter ça sans être trop obscène. Ouais. Non, j'ai pas été. Non, je suis pas obscène, je suis pas. Non, j'imagine, mais justement, t'es. Après, j'aime quand même bien être authentique. Mais je sais qu'il y a un moment dans Le Pays d'Ève où il y a un passage où je dis, je sais pas trop comment je vais vous raconter ça en fait. Voilà, parce que. Et puis après, j'ai dit, bon bah voilà, je vais ça vous va raconter sortir comme ça, de la meilleure façon, puis après vous en ferez vous. Le lecteur, après voilà, il a ses chiffres, et puis il en fait lui ce qu'il veut un peu du livre. Non, mais justement, c'est le défi de savoir raconter bien son histoire. Ah, ben ça, raconter bien. Moi, tu sais, j'ai eu une critique, on m'a dit des fois que j'écrivais trop bien. Okay. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, voilà, c'est subjectif. Je sais pas, parce que moi je trouve pas que j'écris trop bien. Je pense que là, ce que les gens, ou la personne qui m'a dit ça a voulu dire, peut-être, c'est que justement, j'étais trop peut-être poète, tu vois, j'étais trop dans les métaphores, j'étais trop dans le langage implicite. J'aurais compris l'inverse, moi, que t'étais justement très clair et Ah ouais, bah tu vois. Ouais, j'aurais compris l'inverse. Tu vois comment tu interprètes les choses, tu vois. J'aurais dit que c'était incisif, du coup ça. Ah bah voilà, mais c'est génial, tu vois. C'est génial de voir ton avis. Ouais, carrément. Moi j'avais pris ça dans le genre, j'écris trop bien, peut-être je suis pas assez justement comme ça. Je suis pas assez. Trop de poèmes, trop poétiques. Oui, je suis pas assez simple en fait. Tu vois, pas assez. Moi dans le t'écris trop bien, c'est impactant, on comprend bien ce que tu veux dire. Écoute, voilà, c'est très bien. Bah, du coup, on restera dans le groupe. Voilà. C'est ça. On n'aura pas vraiment la réponse. C'est ça, exactement. Tu traites de thèmes quand même assez forts. Comment tu trouves un équilibre justement entre la dureté de ce que tu vas raconter et la petite lueur d'espoir ou la petite ou la grande, justement, derrière? Comment tu Écoute, je pense que c'est justement parce que j'écris un petit peu de manière un peu poétique, sauvage, j'utilise des métaphores. J'aime beaucoup lire des fois des bouquins où c'est écrit de façon très poétique, les phrases sont belles, moi j'aime jouer avec les mots, tu vois. Et alors c'est vrai que dans un livre, quand tu écris un livre, c'est important la forme, mais c'est important le phrases, le fond, tu vois. Moi peut-être que des fois je fais trop attention à la forme, tu vois. Mais l'équilibre, tu sais, comment on trouve l'équilibre dans sa vie, moi je suis une personne qui a toujours des hauts et des bas, tu vois, je suis toujours en... Mais c'est ça aussi, non, un être humain. Mais oui, c'est ça, il y a du yin, du yang, c'est sûr. On peut pas être linéaire, tu vois. Est-ce qu'il faut chercher à trouver un équilibre? Je sais pas. Peut-être à être un peu plus stable dans sa vie, et ça est plus clair aussi, je pense. Clarifier tous les domaines de sa vie, tu vois. On va aborder le thème de la reconstruction. Selon toi, quel pourrait être un processus quand on part de loin? Comment on peut essayer de se reconstruire? Est-ce que tu as des stratégies, Je pense que la première stratégie essentielle, c'est de prendre conscience. D'amener à la conscience ce qui est inconscient.
Je suis pas la première à en parler, moi je suis pas psy. Non, mais c'est... Mais si tu prends pas conscience que ça va pas, alors tu peux te dire ça va pas, il y a des choses qui vont pas, puis rester dans ce truc-là. Moi je suis restée pendant des années comme ça, hein, j'allais pas bien, je vivais pas le moment présent, j'étais à côté de moi. J'avais l'impression de vivre à côté de moi, tu vois, je profitais de rien, je profitais pas vraiment de mes enfants, je vivais pas vraiment. Tu te sentais absente. Non, j'avais pas ma place dans ce monde. Donc je pense que ce sont les prises de conscience. Et justement, avec ces prises de conscience, peut-être qu'à un moment, faut peut-être parler aussi, je pense. Faut travailler, après, il faut faire un énorme travail sur soi. Hein, donc, après, tu as 10 000 méthodes. Hein, moi, je peux pas tout te dire. Hein, et puis chacun, peut-être c'est propre à chacun aussi. Moi, ça me passionne. Hein. Ouais. Ah oui. Moi, je trouve que c'est la plus belle des aventures. La reconstruction. L'aventure intérieure. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis pas une aventurière. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va aller... voyager tout le temps et tout, mais alors, par contre dans ma tête c'est une grande aventure. C'est une très belle aventure, donc c'est ça. Faire un gros travail sur soi et se questionner. Alors l'introspection évidemment, mais après oui bien sûr il faut aller voir des gens. C'est ça. Moi je suis beaucoup allée parler, mais comme je suis quelqu'un qui intellectualise énormément, quand tu restes dans le mental ça fonctionne pas. Donc après je suis allée travailler plus sur le corps, sur les mémoires du corps, et là quand j'ai entamé plus des processus corporels, là j'ai beaucoup avancé dans la vie. Qu'est-ce que c'est justement cette reconstruction du corps? Non, c'est pas ça. Le yoga par exemple? Non, alors le sport. Oui. Le sport c'est très important. Non, je te parlais pas de ça, je te parle plus des thérapies qui font plus appel à des techniques corporelles où du coup c'est pas le mental qui va intervenir. C'est tout ce que tu as engrammé et ça va sortir presque. J'ai fait des constellations familiales par exemple, c'est un fantastique outil. Acupuncture, là ça rentre dans ce que tu veux nous décrire ou pas, acupuncture par exemple? L'acupuncture j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Moi aussi ça m'a franchement... rien. Après tu vois, chacun va trouver aussi dans l'hypnose par exemple. Moi j'en ai fait, mais ça m'a pas. Je suis sceptique avec ces choses-là aussi. Mais... Alors moi c'est pas sceptique, je pense que ça marche sur certaines personnes et pas sur d'autres. Et quand il y a eu des gros traumas d'enfance, tu sais, il y a des choses qui se sont mis dans tes cellules. Et là, je pense que tu vas parler, ça suffit pas. C'est ça, c'est des toxines que tu as en toi. Voilà. Tu racontes une histoire, mais tu fais pas ça fait tu te reconstruis pas forcément. C'est pas la libération émotionnelle. Moi, j'ai fait beaucoup de libération émotionnelle. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. On passe tous par des épreuves plus ou moins difficiles. Moi, je sais que moi-même, je suis passé par des épreuves très, très difficiles et où, quand on est tout seul, on est obligé de réfléchir par soi-même et du coup, d'entamer une auto-reconstruction, ça ne nous aide pas socialement parce que justement, du coup, on s'enferme peut-être dans une bulle à se dire que c'est un peu de la faute de tout le monde. Donc, c'est vraiment la reconstruction, c'est super important, mais il faut savoir se faire accompagner aussi à côté. Pour avoir une pensée saine, entre guillemets. Il faut essayer. Essayer des techniques. Après, tu as effectivement le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque. Plein de choses qui te permettent de t'apaiser. C'est ça. Mais ça ne va pas forcément te libérer de tous tes traumas et tes schémas inconscients, tes blessures. Dans tes romans, tu évoques aussi la résilience, donc la reconstruction aussi par soi-même après des traumas. Comment tu définirais ce terme de résilience? Écoute, pour moi, c'est accepter de tomber, mais que savoir derrière tu vas rebondir, toujours. C'est ça. Trouver la force de toujours en fait rebondir. Mais d'accepter que des fois tu es dans le fond du trou. C'est ça. Mais savoir accepter. C'est ça. Pour mieux rebondir et mieux se relever. C'est clair. Dans la reconstruction de soi, quel rôle pourraient avoir les relations humaines? Alors autant la famille, les amis, est-ce qu'ils ont un rôle même? Énorme. Tu sais, on n'est fait que de relations. C'est ça. Notre vie, c'est en relation. On meurt, tu sais, un enfant, un nouveau-né, tu le laisses sans toucher, sans surveillance. Non, c'est même pas la surveillance, c'est le contact, c'est aller lui parler, c'est le toucher. Il y a eu des expériences de fait. Donc oui, tout ce qui est du domaine du relationnel, c'est primordial dans nos vies. Donc oui, moi je m'en suis sortie, et pas qu'avec les humains. Moi, j'ai toujours eu des chats dans ma vie. Même la relation aux animaux. C'est très important d'avoir des chats. Mais sinon, mes enfants, ça a été ma première.
Façon de raison de sortir vivre, déjà oxygène. déjà parce que je me suis libérée de la boulimie. Ok. Avec mes enfants, parce que la boulimie c'est une façon de se remplir son vide existentiel. T'es passé par là, par la boulimie? Ah oui, je suis passée par la boulimie, beaucoup de gens passent par la boulimie, il y a eu l'anorexie qui est très différente, mais quand t'es boulimique, t'as des périodes aussi anorexie, et du coup ça m'a permis déjà, tu vois, de me libérer de la boulimie, d'avoir mes enfants, parce que mes enfants m'ont tellement rempli d'un amour, mais... Ah, c'est sûr, c'est le plus beau combat qu'on va avoir, c'est pour nos enfants. Après, attends, il y a des gens qui font le choix de ne pas en avoir, et il y a d'autres façons de se remplir. Carrément. Mais pour moi, ça a été un essentiel, mes enfants. Après, mes amis, bien sûr. Heureusement qu'ils ont été là, mes amis. Tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves avant mes enfants, des épreuves de vie familiale compliquées. Une fois qu'on reconstruit un cocon, on a vraiment envie, l'amour que nous apportent nos enfants nous empêche par moments de chuter aussi dans des moments où on pourrait être très faible et se dire moi tout seul j'ai envie de me mettre KO, mais il y a les enfants, du coup on ne fait pas. C'est ça. C'est non pas la notion de responsabilité, tu les as mis au monde, tu te dois d'être là pour eux, tu vois, mais ça va au-delà de ça. De toute façon, tu trouves la force. C'est ça. Ils donnent la force. Carrément. Dans tes romans, quand même, tu finis sur des happy end la plupart du temps. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu as quand même un message d'espoir que tu transmets à chaque fois à tes lecteurs? Tes lectrices, pardon. Mais... je veux dire, si j'écris sur la quête de soi et que ça se termine par un truc. Ça pourrait, tu vois, ça pourrait. Mais non, moi, il y a toujours, le personnage, ils arrivent enfin avoir la lumière, et à savoir qui ils sont et là où ils veulent aller. Oui, il pourrait y avoir une fin morbide qui amène une morale, mais c'est vraiment pas le thème. C'est pas l'idée. Non, c'est pas l'idée. On verra pas ça dans tes livres. Non, ça marche. Tant mieux, c'est de l'espoir, plus qu'il n'en faut. Mais tu trouves pas qu'on rit pas assez là dans cette société là carrément. Oui, c'est pour ça on se marre plus en fait. Si on rajoute ça, non, il y a assez de... un petit peu de lumière. Pas avoir les infos si tu veux avoir des mauvaises pensées, c'est clair. Il y a juste à allumer la télé, on est bien. On va aborder un petit peu les tendances affectives. Là, on est rentré en 2025, l'évolution de la société. Je pense qu'il y a aussi Internet, l'isolement social, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Toi, Talia, comment tu perçois les relations humaines en 2025? Elles sont plus simples qu'il y a 20 ou 30 ans ou... Non, elles sont pas plus simples. Après, j'ai pas du tout envie d'être pessimiste, tu vois. Je me dis, j'ose en tant cas me dire que nos enfants ou mes petits-enfants, ils vont ouvrir les yeux et ils vont dire faut qu'on arrête la technologie, faut qu'on arrête ça. Ou en tout cas, mettre des clauses, tu sais, on est en famille, les portables on les pose. On est avec des amis, les portables on les pose. Être en présence carrément. Tu vois, alors moi je suis peut-être une vieille réac, mais moi je suis pas on n'avait pas les portables moi quand j'étais jeune. Mais je pense que ce sera dans 20 ans, nos enfants auront d'autres problèmes qui nous dépassent. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que moi je viens pas d'une génération, moi j'ai commencé avec le Minitel, tu vois, je viens pas d'une génération où il y avait tout ça. Ça veut pas dire que c'était mieux ou pire, c'est juste que moi j'étais jeune, je me rappelle, moi je me faisais chier dehors avec mes potes et tout, mais au moins ça ouvrait la... On était plus créatifs, on était moins absorbés par des choses. Et ça c'est... Moi, ma génération, elle a vu un peu l'entre-deux, où on a vu Internet arriver heureusement, quasiment moi pour ma part, génération 80, on a vu Internet arriver quasiment à la fin de notre adolescence. Donc on n'a pas eu, j'ai pas eu l'adolescence sur Internet. Et effectivement, on voit le changement de génération où même nous, on se sent dépassé en tant que papa jeune ou maman jeune. Des fois, on se sent très dépassé. De toute façon, il y a un gros repli sur soi. Il y a Internet. Et depuis le Covid, alors je te dirais que ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Et ça, c'est terrible, parce que les gens, du coup, c'est comme s'ils avaient... Mais après, je peux comprendre, tu vois, on est tellement dans un climat anxiogène que du coup, de se faire son petit cocon et... qui est rassurant, tu vois. Alors qu'en fait, il faudra aller vers les autres, ouvrir son cœur, tu vois. C'est con, mais oui, ouvrir son cœur, vibrer l'amour, tu vois. Alors qu'il y a tellement de violence. C'est ça. C'est que c'est plus si simple, même pour des personnes qui auraient spontanément le cœur sur la main. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de plein de choses. Alors, est-ce que c'est les médias qui nous stressent? Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Au-delà de nous stresser, peut-être que ça suscite aussi des vocations qu'il n'y avait pas il y a 20 ans ou quelqu'un qui pensait qu'il était un peu fou tout seul dans sa cage.
et qui n'avait pas la télé, maintenant il sait qu'il y a d'autres fous qui sont comme lui. Et ouais, c'est ça. je pense que ça ouvre des portes ouvertes à plein de dérives. Mais bon, on va rester positif, on va se dire non, que... je pense qu'il faut rester positif, mais qu'il faudrait avoir une sorte de discipline quand même, à se dire, tu vois, par exemple, moi des fois, je te rends compte, je me dis, mais j'ai passé 4 heures sur Insta, quoi. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça, absorber. Arrête. Tu mets-toi une limite, tu vois. Ouais. 1 heure, c'est bien. Les 3 heures restantes, il y a tellement de choses plus intéressantes à faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, donc se mettre une discipline par rapport à ça. C'est important, mais bon, je sais pas si avec l'évolution et tout ce qu'on nous propose, il faut apprendre à nos enfants. Si dans 20 ans ils communiquent avec des hologrammes, ouais, on sait pas, je ne sais pas à quoi va ressembler moi non plus, alors 2045, mais je sais pas. Avec les années qui passent, c'est de pire en pire, les gens sont de plus en plus dépendants affectifs, de moins en moins. Non, je pense qu'on en parle aujourd'hui, c'est comme on parle plus de la perversion narcissique, c'est comme on parle, voilà, après faut faire attention à ce que tous ces sujets-là ne deviennent pas non plus du coup obsolètes parce que c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, tu peux pas traiter ton compagnon de pervers narcissique et qui fait des, tu vois, non, c'est quelque chose de bien précis, tu vois. Et la dépendance affective, c'est aussi quelque chose de bien précis. Ouais, donc on l'identifie mieux maintenant peut-être ou... Oui, sans doute. La dépendance affective, pour moi, c'est une prison. Hein. C'est comme toutes les dépendances, quelque part. Pourquoi tu vas te droguer? Pourquoi tu te mets dans l'alcool? C'est pour fuir. Après, la dépendance affective, c'est un peu le même schéma pour moi. C'est une prison dans le sens où tu es tellement dans un besoin d'amour, tu vois. La substance, tu vois, c'est horrible. J'ai besoin d'amour, mais il est violent. C'est ça, et du coup tu vas aller te mettre dans n'importe quelle situation, des fois même dans des situations toxiques, à cause de ce besoin de réassurance, c'est parce que tu n'es pas en sécurité, tu vois. Tu es totalement insécure. Ça passe par plein de choses, la dépendance affective. C'est un vrai comme une maladie, mais c'est un long parcours pour se sortir de la dépendance affective. Je peux t'en parler, parce que moi je suis une ancienne dépendante affective. Je suis allée chercher quelles étaient mes blessures quand j'étais petite, pourquoi j'ai développé ça, quel style d'attachement j'ai développé du coup, parce que j'ai développé un attachement anxieux, donc je me suis intéressée aussi à tout ça, à quel type d'attachement, comment je me suis attachée quand j'étais petite, qu'est-ce que j'ai mis comme mécanisme de défense en place, et comment je peux faire aujourd'hui pour m'en libérer. Voilà, j'ai fait tout ce parcours-là pour m'en libérer. Ouais, t'es partie à la source quand même de savoir. Ah oui, je suis partie à la source. Je suis repartie à la source, bien sûr. Maintenant, la dépendance affective, c'est un schéma, tu t'es mis dans un schéma où tu dépends de ce que l'autre va te donner comme affection. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour qu'il te la donne toujours? Et il faut faire un travail sur toi pour devenir sécure. Pour ceux qui sont pris un peu dans cet engrenage de dépendance affective, après, je pense que tout est à contextualiser, il y a des situations différentes, mais il y a des solutions, Déjà prendre conscience que tu es en dépendance affective, c'est comme les alcooliques et les drogués, prendre conscience qu'ils ont quand même un grave problème, et puis te prendre en main, puis faire le travail nécessaire. Mais comment se prendre en main, justement? C'est un vrai travail mental, moi je te dirais. Tu sais, quand tu fais du sport, tu as un programme, tu sais, sportif, il faut faire 30 répétitions, 30 séances, différents programmes, pour la force, pour machin, moi je te dirais, c'est pas... donc c'est un travail d'abord sur soi, et après il y a peut-être des gens à contacter, des gens à voir. Oui, il va y avoir des thérapeutes qui sont spécialisés des coachs. Après tout dépend de ton trauma. Ouais, c'est ça. Les coachs peuvent suffire. Par contre, dans mon style de trauma, il faut aller voir des thérapeutes. Ok. Alors pour détendre un petit peu l'atmosphère, je trouve ça détendu là. Non mais carrément. Mais je nous ai préparé un petit jeu. D'accord, vas-y. Alors la règle c'est, je vais te donner 6 synopsis de romans. À toi de me dire si tu penses que c'est un vrai roman ou si je l'ai totalement inventé. Ça marche? Alors, La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Noracide dépressive découvre une bibliothèque mystique entre la vie et la mort. Chaque livre lui permet d'explorer une vie alternative où elle aurait fait des choix différents. Pourquoi pas, c'est une super idée de bouquin. Mais c'est un vrai roman. C'est un best-seller qui explore le concept des vies alternatives et des regrets. Deuxième, Les disparus de Belleville de Claire Montaigne. Un photographe retrouve un vieil appareil contenant des clichés d'inconnus. À chaque développement, ces personnes disparaissent mystérieusement dans son quartier. Ça peut être aussi une belle intrigue policière. Pourquoi pas. Pour toi, c'est un livre qui existe? Allez. Est-ce que Claire Montaigne existerait? Non.
elle n'existe pas, je l'ai Ok. totalement inventée. Ah bah écoute, Et allez. ben voilà. Eh ben voilà, tu vois. Allez, troisième, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, de Marianne Schaeffer et Annie Barrows. Dans l'après-guerre, une écrivaine londonienne correspond avec des habitants de Guernesey et découvre leur club de lecture insolite, né pendant l'occupation allemande. Je sais rien, mais oui, je trouve que c'est super. Ouais, comme c'est idée un vrai aussi, roman. C'est un bon. Bon, pour le moment, on est... Non, t'avais bah, dit vrai à la t'avais- deuxième, bah c'était ouais, faux, ouais, mais c'était faux. on n'est pas loin. C'était une bonne idée aussi. L'ombre du chat de Éléonore Verdier. Un chat errant semble suivre une veuve solitaire à Paris. Ouais. Petit à petit, elle découvre qu'il connaît les secrets de son passé et pourrait bien être la réincarnation de son mari Oh, disparu. ouais, ça c'est génial. Alors j'espère que oui, c'est un vrai livre. Et ben non, je lire. l'ai inventé. C'est un super livre, tu vas me donner des idées. Ah ouais, grave. Tu vas me donner des idées. Ah, t'as vu, en plus ça parle de chat et tout, hein, carrément. C'est génial. Et bah celui-là était faux, il est totalement inventé. Allez, 5, l'homme qui voulait être heureux de Laurent Gournel. Ah oui, bah c'est du Gounel, pardon. je connais. Ah, tu connais? Bon, bah voilà, t'as déjà la réponse. Et enfin, Le train des orphelins de Christina Baker-Klein. Inspiré d'une histoire vraie, ce roman suit une orpheline envoyée dans l'Ouest américain au 19e siècle dans un train rempli d'enfants destinés à être adoptés, souvent dans des conditions difficiles. Ouais, je crois que ça existe. Ouais, il existe bien. Bon, bah t'as passé les épreuves avec Ah, mais succès. les Il y a deux, là, juste les le deux petit... que t'as un... Ouais, les deux inventés. Tu me les redonneras, c'est Ouais, un super carrément. synopsis. Pour écrire, Carrément, je trouve. ouais, je t'aurais aidé pour l'écriture d'un roman, c'est super. Celui sur les chats, c'est vrai qu'il est pas mal. Ouais, c'est- c'est ça, quoi. On va revenir à toi. Ouais, allez. Si tu devais donner un conseil à la toi de il y a 10 ans, Ouais. quel serait-il? Ouvre les yeux Ouais, c'est-à-dire. et barre-toi. Ouais, Reste pas dans la situation où t'es et ne crois pas tout ce qu'on te dit et ouais, fuis. Relation Prends-toi en amoureuse, main. là, t'abordes une Ouais, relation, ouais, c'est prends-toi ça. en main, fuis, n'accepte pas ce qui se passe actuellement parce que non, ce n'est pas normal ce qui se passe actuellement. D'accord. Voilà. Oui, voilà. Et du coup, tu rentrais dans la case dépendance affective? Complètement. Ouais, ok. ok. Donc ouais, ça nourrit l'écriture un petit peu que t'as Ouais. derrière, carrément. Ouais. J'ai beaucoup lu des livres sur les blessures émotionnelles, sur comment s'en sortir, sur la quête de soi, j'en ai lu beaucoup. J'ai lu Gounel, je l'ai beaucoup lu. Ok. J'aime bien un peu. C'est plus des livres de... Oui, ou des de- philosophes aussi. Ouais, c'est ça. Et Des beaucoup de spécialistes livres des de philosophes. psy. Beaucoup Ok. de livres, des livres psy, ouais. Ouais, t'étais moins J'ai roman. dévoré des livres psy. Ok. En dehors de l'écriture, tu as sûrement des loisirs qui te permettent Ouais. aussi bah, justement d'extérioriser, de te sentir Bien bien. T'as des petits exemples de loisirs que tu pratiques Moi, à la base, je suis coach sportive, hein, donc Ouais. ça fait partie dans une de mes vies où j'ai eu une salle de sport Ouais. avec le père de mes enfants. Ah, c'est ouais, c'est cool, coach Ouais. sportif, ouais. Voilà, où j'ai passé mon diplôme, moi j'avais 35 ans, je suis repartie sur les bancs de l'école. Et donc, je fais du sport, du coup, je suis capable de me coacher toute seule, donc je Ouais. fais beaucoup à la maison, ça c'est une discipline, je pense, qui est importante. Le sport, sinon je vais marcher avec mes chiens, Ok. ça fait beaucoup de bien aussi. Ouais, ça reste dans le cadre du sport aussi. Voilà, et- j'essaye pour prendre du recul par rapport aux choses et à mon stress aussi, la cohérence cardiaque. Ouais. La méditation, j'ai un peu de mal. Hein. Je sais, quand j'allais nager, par exemple, ça me Ouais. faisait beaucoup de bien parce que j'arrivais du coup à me mettre un peu en méditation. Tu vois, Ouais. à m'isoler un peu, je nageais et là j'étais un peu dans. Ouais, j'arrivais à Ouais, ça t'apaise et. ouais, à m'apaiser. Quoi te dire? Bah, sinon je lis. Ouais. Voilà. Ok, Je bon, c'est regarde déjà- des trucs intéressants, c'est des déjà pas mal. podcasts intéressants. Ouais. Bon, tu regarderas le nôtre quand même quand tu Oui, sortiras. oui, bah, bien sûr, bien sûr. Voilà, des loisirs, sinon bah, j'appelle, je papote avec Ouais. mes amis. Ouais, c'est cool, hein. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ça, ouais. Sinon, j'ai fait 3 ans où je me suis complètement investie dans une association de défense féline. Ok, Voilà, ça j'ai fait 3 ans et ça j'aimerais bien me remettre aussi dans, Ok. dans des associations. ouais, ok. Ouais. De défense pour les animaux. Soit ou pour autre, aller mais- pour les personnes âgées ou Ouais. tu vois, qui Ok. sont vraiment dans un tel. Ça, c'est des choses qui m'impactent énormément. Ouais, C'est ouais. tout ce qui touche à la vulnérabilité. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne pose jamais, mais que tu as peut-être eu des regrets à ce qu'on ne pose pas des questions à certains moments Des regrets, je pense qu'il ne faut pas trop vivre avec des regrets Ouais. parce que tu sais, pareil, qu'avoir des regrets, c'est souffrir 2 fois. Ouais, c'est vrai. Donc ça sert à rien. Tu gardes ça Mais, sur le cœur. mais oui, j'aurais bien aimé évidemment que ma mère me pose plus de questions sur ce Ok. que je vivais. Ouais, Ouais. qu'elle s'interroge un peu plus sur. Émotionnellement, qu'elle s'interroge plus. Mon père aussi, sans doute. Ouais.
j'aurais bien aimé qu'il me pose un peu plus de questions. Voilà, sinon, non, je te dis, je pense que la vraie question, c'est... quand on me demande, j'aimerais bien qu'on me dise, c'est ça va. Ouais. Mais est-ce que ça va vraiment? Sincèrement. Sincèrement, Ouais, dis-moi. Tu vois, me dis pas oui, ça va. Voilà. Ouais. Aller en profondeur dans les choses, tu vois. Parce que le ça va, t'as tellement... oui, ça va. Ouais. Tu bases la question parce que même non, si ça va pas, tu me dis... tu vois. Non, ça va pas. Si ça va mais pas, c'est pas grave si tu me plombes 1 heure, tu vois, parce que tu vas m'amener quelque part dans des zones qui sont pas forcément positives. Quand toi t'es pas bien, mais c'est pas grave, je l'absorbe, je suis en capacité. Carrément. Et puis c'est ça aussi, être à l'écoute de l'autre, non? Et c'est important. Voilà. C'est important. Et c'est important. Pour sa reconstruction à lui, et pas forcément la nôtre, mais il faut savoir être une oreille attentive. C'est important. Carrément. Est-ce que tu aurais un message pour conclure pour nos auditeurs de Pod Café, un message important que tu voudrais délivrer autour de tes romans ou de la reconstruction de soi, comme tu... Ouais, ouvrez les yeux. Ouais. Voilà. Il y a une citation, je trouve, qui est... Alors, elle n'est pas de moi, mais... Ouais. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté, pour la première fois, un coup d'œil intelligent sur soi-même. C'est une citation de Marguerite Yourcenar dans les Mémoires d'Adrien. D'accord. Et là, je te dis, voilà, il y a tout, en fait, moi je trouve. Jetez des coups d'œil intelligents sur vous, quoi. Ouais. Ouvrez les yeux. Faire une introspection. Pas que. Posez-vous des questions sur vous-même. Faites des prises de conscience. Et allez-y, quoi. Battez-vous pour cette vérité. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Pour pouvoir bien se reconstruire derrière. Voilà, et apprenez à vous aimer. Ouais. Voilà. Ouais. Confiance en vous. C'est un très beau message de fin que tu nous apportes en tout cas. Ouais. Et merci encore d'avoir répondu présente à l'appel. Parce que franchement c'était super intéressant. Merci, oui. Donc depuis hier, le 5 février, disponible sur Amazon, Au pays d'elle de Talia Rémil. Merci encore d'être venu. Et puis j'espère à une prochaine émission pour un nouveau roman. Avec plaisir. Ça marche. Merci. Merci, oui. Pod Café, c'est fini pour aujourd'hui. Revenez demain pour des récits infinis. On se lâche pas, on se retrouve vite. À la prochaine tasse des paroles explicites. On a parlé du monde et de ses folies, des vérités cruelles et des douceurs aussi. On refile la parole, on libère nos esprits, avec des grains de café, des idées en série.